Merci, bonjour à tous et à toutes, en présentiel et en distanciel. Merci d'être présents pour ce colloque. Je vais vous présenter nos intervenants de cette première table ronde qui effectivement va parler des problématiques cadres des fonctions publiques à travers une enquête que nous avons menée avec l'Institut Kantar sur les cadres fonctions publiques, à travers notamment les problématiques de la crise sanitaire, mais aussi les multiples réformes qui touchent la fonction publique dans ces trois versants. Et il nous a semblé effectivement intéressant, on l'a dit également hier, dans un contexte d'élections professionnelles pour cette année, puisque vous savez que le 8 décembre, ce sera les élections professionnelles dans les trois versants de la fonction publique. Il nous a semblé intéressant de recueillir ces éléments pour que la CFDT4 participe pleinement à cette campagne, à vos côtés, et nourrisse les débats, les échanges et les revendications en matière de cadre fonction publique. Donc sans trop tarder, je vais vous présenter les intervenants. On va commencer par Carole Chapelle, qui représente l'UFA. Voilà, et qui nous fera un petit témoignage, une petite intervention. Eddy Vautrin-Dumaine, qui est de l'Institut Kantar et qui nous présentera donc cette première restitution. Voilà, c'est aujourd'hui le lancement et on dévoile donc les résultats de cette enquête. Il nous précisera comment elle a été menée. Je peux juste dire qu'on a pris le prisme d'une enquête qualitative et pas quantitative, et ça donne quand même des pistes intéressantes parce que c'est l'expression vraiment des cadres fonction publique, même si après, mais nos regards croisés seront là pour infirmer, confirmer certaines pistes et approfondir donc ces résultats. David Olivier Caron, voilà, qui représentera et qui interviendra pour la fonction publique de l'État et qui travaille dans le secteur des douanes. Voilà. Nous avons Muriel Durour, qui est cadre au conseil départemental de Gironde et qui donc travaille dans la fonction publique territoriale, l'autre versant. Et puis la fonction publique hospitalière avec Nathalie Marzac, qui nous fera part aussi de son regard en tant que cadre dirigeant, puisqu'elle est au syndicat national Syncas des directeurs. Voilà. Et donc, ce que nous souhaitons, c'est effectivement, après la présentation d'Eddy, à qui je vais laisser la parole dans quelques minutes, c'est d'avoir ces regards croisés, vous l'avez vu, par versant de fonction publique, mais regards croisés de par leur réalité de terrain. Et la commande, c'était de dire, voilà, qu'est-ce que dans cette enquête, qu'est-ce qui vous a attiré en termes de questionnement, que ce soit pour les confirmer ou pour peut-être dire, ah, étonnant, nous, il manque ceci, ou on n'a pas vu ça de cet angle-là. Donc ça sera l'enrichissement après la présentation d'Eddy sur ces premiers résultats de l'enquête. Et puis Carole nous dira d'un point de vue plus transverse sur l'ensemble des fonctions publiques et au niveau CFDT, comment on peut effectivement, enfin sa perception et comment dans la campagne à venir on va pouvoir exploiter aussi tous ces éléments. Voilà, donc je vais laisser la parole à Eddy pour un petit quart d'heure de présentation de cette enquête et puis nous poursuivrons les échanges avec nos quatre intervenants. Merci. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Donc, quelques éléments de restitution justement sur cette enquête qualitative qui a été menée lors de la deuxième quinzaine de novembre 2021. Une enquête qualitative, ça a l'intérêt de partir des discours et de laisser justement la place à des récits, à des réalités, à des vécus, et aussi à permettre l'expression d'ambivalence, de frustration qu'on ne pourrait pas saisir à travers une enquête quantitative classique, à travers un sondage. Donc il y a vraiment un intérêt méthodologique de fonctionner de la sorte. Et puis il y a aussi bien entendu un intérêt pratico-pratique qui est qu'en fait on ne peut pas interroger aujourd'hui les cadres de la fonction publique à travers un sondage quantitatif de manière représentative parce que c'est une population qui est extrêmement compliquée. Et vu le sujet,
vu la diversité des profils, et on l'a confirmé d'ailleurs à la suite des entretiens, c'est un exercice qui a pu, seule une enquête qualitative, pardon, peut nous permettre justement d'apporter et de montrer ces ambivalences, ces frustrations, ces réalités qui sont extrêmement diverses. Comment est-ce qu'on a fait très concrètement? On a organisé ce qu'on appelle des réunions de groupe, c'est-à-dire qu'on a réuni, alors Covid oblige, ça s'est fait en ligne, entre 4 et 5 personnes qui appartiennent à la même fonction publique, un groupe de titulaires, un groupe de contractuels, et puis on les a fait parler ensemble de la manière dont ils voyaient leur métier, leur mission, de regarder derrière eux qu'est-ce qui avait bougé, et de regarder devant eux pour nous dire justement quelles étaient leurs attentes et leurs besoins pour l'avenir. Ce travail-là, on l'a fait donc auprès des 3 fonctions publiques, en différenciant à chaque fois des titulaires et des contractuels, parce que c'était l'une des hypothèses du départ, et elle s'est confirmée d'ailleurs qu'il y avait vraiment des singularités qui étaient propres en fonction du statut de chacun. Et on a aussi accordé une attention particulière auprès des jeunes, des moins de 35 ans, de 30-35 ans, pour regarder justement s'il y avait une singularité auprès de ces derniers en termes d'attentes et de besoins, notamment pour l'avenir. Voilà sur l'aspect méthodologique. Maintenant, qu'est-ce qu'il en ressort très concrètement de cette enquête? Et peut-être un premier préambule qui est extrêmement important, notamment lorsqu'on regarde la perspective des élections professionnelles et la volonté qu'a la CFDT de s'adresser au cadre de la fonction publique. D'abord, aujourd'hui, être cadre de la fonction publique, ça ne confère pas aujourd'hui un sentiment d'appartenance auprès des cadres qu'on a rencontrés, tout simplement parce qu'aujourd'hui, les cadres de la fonction publique n'y associent pas une valeur symbolique en tant que telle, propre, comme c'est le cas dans le privé, et ce n'est pas non plus synonyme à leurs yeux d'une attribution opérationnelle systématique. Tous ne sont pas encadrants, tous ne sont pas managers pour parler en bon français, et on a vraiment des réalités qui sont extrêmement différentes, ce qui du coup rend extrêmement compliqué le fait de s'adresser à eux de manière collective, mais aussi de leur donner le sentiment qu'ils peuvent parler de manière organisée et collective, ce qui bien entendu est un sujet dès lors qu'on veut faire avancer ses préoccupations et ses besoins. Autre point intéressant, c'est que justement, au-delà de ce constat-là, on s'est rendu compte, en tout cas ça a été confirmé, que plus que la notion de case, c'était la notion de statut qui pouvait être importante justement lorsque les cadres de la fonction publique nous parlaient de leur réalité et de leurs attentes. Pourquoi est-ce que je le signale là? Parce que justement, ce préambule-là, c'est ce qui va faire ensuite, et c'est ce qui va fournir une grille d'analyse aux résultats qu'on va voir maintenant. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point qui ressort de cette enquête, c'est d'abord et avant tout vraiment le sentiment partagé d'une dégradation de la fonction publique d'une manière générale. Qu'est-ce que les agents de la fonction publique qu'on a rencontrés mettent derrière dégradation? C'est pour eux d'abord le sentiment, le vécu, le récit, ils nous donnent des exemples, d'une fonction publique qui à leurs yeux a mis du temps, trop de temps parfois à évoluer. Trop de temps à évoluer sur des process, sur des pratiques managériales que certains trouvent anachroniques, sur l'absence ou parfois le manque de politique RH, et aussi le sentiment lorsque l'on est encadrant de ne pas pouvoir finalement avoir des marges de manœuvre suffisantes pour reconnaître les capacités de chacun, pour pouvoir agir sur des promotions, sur des politiques de rémunération qui pourraient être incitatives pour ceux qui y sont ou pour ceux qui souhaitent rejoindre la fonction publique, avec vraiment la notion d'individualité qui est assez peu reconnue dans la fonction publique ou dans les fonctions publiques d'une manière générale. Deuxième élément, c'est le sentiment aujourd'hui d'une fonction publique qui est à l'économie, c'est pas nouveau mais ça se confirme, qui a un impact extrêmement fort sur la capacité qu'ont les agents de la fonction publique à exercer leur mission. Or, ils nous le disent, la mission des agents des services publics, des cadres de la fonction publique n'est pas anodine, il y a une notion d'intérêt général bien entendu, et c'est extrêmement frustrant, décourageant pour des gens qui ont fait ce choix-là, de ne plus avoir les moyens aujourd'hui, mais ce n'est pas nouveau encore une fois, de pouvoir faire leur mission correctement, ça c'est le premier point, mais aussi d'avoir le sentiment justement que cette notion d'économie, elle vient perturber ce qui faisait la force autrefois de la fonction publique en termes d'avantages, de conditions de travail et de capacité à remplir sa mission. Et puis aussi, dernier élément qui participe au sentiment d'une dégradation, c'est le sentiment pour eux finalement qu'aujourd'hui la fonction publique est dévalorisée dans l'opinion publique, dans le discours politique, avec le sentiment finalement que l'engagement qu'ils y mettent, l'importance des missions qui sont les leurs, ne correspondent pas au discours qu'ils entendent,
de la part des pouvoirs politiques au sens très large, et deux aussi, et là c'est une ambivalence qui montre et qu'ils regrettent, auprès des Français qui nous disent ils sont extrêmement attachés à la fonction publique, au service public, à la qualité des services publics, confèrent les sondages qu'on voit notamment sur l'hôpital, et en même temps, il y a encore un certain nombre de stéréotypes qui sont extrêmement forts dès lors qu'il s'agit de la fonction publique. Voilà pour ce constat un peu sombre malgré tout, avec des réalités qui sont extrêmement différentes en fonction des fonctions publiques, extrêmement dégradées au sein de la fonction publique hospitalière. Dégradé, c'est peut-être encore même un terme qui est trop léger pour les situations dont certains ont fait l'écho pendant les groupes, et qu'il est un peu moins, même s'il y a un certain nombre de crispations dans la fonction publique d'État. Ça, c'était sur le constat. Deuxième élément, sur justement ce processus de transformation qui est en cours et qui est extrêmement intéressant parce qu'il montre aussi qu'il n'y a pas de réticence au changement de la part des agents de la fonction publique, des cadres de la fonction publique qu'on a interrogés, à condition, et le à condition est important, que justement ce processus de transformation, il vienne accompagner et il ait du sens par rapport à la fonction primaire de la fonction publique, c'est-à-dire servir à l'intérêt général en étant moins lié, en tout cas pas comme dans le secteur privé, à des impératifs mercantiles et d'objectifs financiers. Donc l'enseignement majeur, c'est que finalement, ce processus de mutation que tous perçoivent, il est bienvenu. Il est bienvenu pourquoi ? Parce que c'est un bol d'air dans la fonction publique pour beaucoup. Ils ont le sentiment que ça fait venir des nouveaux profils, que c'est une bonne chose, parce que ça peut aussi faire, ça vient faire entrer, de la diversité. Qu'est-ce que ça veut dire faire entrer de la diversité ? C'est la possibilité d'apporter des idées différentes, de travailler de manière différente, d'avoir des gens qui ont des bagages intellectuels et professionnels différents et qui donc peuvent venir améliorer in fine la qualité des services publics, ou en tout cas tout le travail de réflexion sur la mise en place des politiques publiques. Et donc c'est quelque chose qui est bien vu et qui est synonyme de modernisation, y compris l'arrivée de contractuels, à condition, bien entendu, que ça ne se traduise pas par un nivellement par le bas vis-à-vis de ceux qui ont un statut de titulaire. Il y a un certain nombre d'éléments très pratiques, justement, qui illustrent cette mutation que beaucoup, finalement, considèrent de manière positive. C'est des pratiques RH qui évoluent, avec des modes de rémunération qui sont un peu plus individualisés. Ce n'est pas parfait partout, nous disent-ils, mais néanmoins, il y a des progrès dans ce sens-là. Il y a des nouvelles approches, des nouveaux processus de recrutement qui sont bien vus, avec la possibilité justement aujourd'hui de candidater et de faire de candidater et plus seulement d'être nommé, ce qui est extrêmement valorisant, même si parfois c'est extrêmement insécurisant aussi pour ceux qui souhaitent avoir un parcours de mobilité. Il y a aussi le sentiment qu'il y a des méthodes de travail qui sont nouvelles, qu'on fonctionne davantage par mode projet et que c'est quelque chose qui est bienvenu dans la fonction publique. Et puis, et ça s'est amplifié avec la période de Covid, un certain nombre d'outils qui se sont modernisés et qui finalement se sont très concrètement matérialisés par une avancée, un gain d'efficacité et de dynamisme dans le travail quotidien des différentes fonctions publiques. Néanmoins, face à ce processus de transformation et de changement, il y a une ambivalence qui est extrêmement forte et qui est extrêmement importante à avoir en tête de la part des cadres de fonction publique qu'on a interrogés. C'est-à-dire que même si jamais on considère que ce processus de transformation, il est positif d'une manière générale, ou plutôt qu'il vient apporter du plus à la fonction publique, il y a vraiment une situation d'inconfort chez beaucoup de cadres de la fonction publique qu'on a interrogés, entre le souhait de voir la fonction publique se moderniser pour mieux remplir ses missions, pour être attractif pour des cadres, y compris pour des jeunes cadres venant du privé, ayant des parcours professionnels divers, mais néanmoins avec une ouverture aux méthodes du privé qui pose question et qui font craindre à certains, même si encore une fois ils sont favorables à ces changements de méthode, que des méthodes du privé soient calquées, soient mises en place de manière uniforme et de fait inappropriées vis-à-vis des réalités de la fonction publique. Notamment la culture de l'évaluation, qui peut être positive pour certains, à condition que derrière la culture de l'évaluation, on ne mette pas une question budgétaire, de réduction des coûts, de réduction des effectifs, etc., mais que ça se traduise concrètement par des objectifs d'amélioration de la qualité du service public, par exemple. Donc vraiment cette ambivalence entre évolution bienvenue, car signe de gain d'efficacité, versus privatisation potentielle des services publics, elle est extrêmement forte dans le discours des
qu'on a interrogés. Ça, c'était pour la conduite du changement. Et puis, dernier élément, justement, sur la manière dont il se projette dans l'avenir, parce que c'est aussi l'intérêt de cette rencontre et de cette table ronde. Et il y a vraiment deux attentes transversales qui émergent dans des discours, des réalités qui ont été évoquées lors des réunions de groupe. C'est d'abord un besoin impérieux de voire même de valorisation aujourd'hui de leur mission et de leur statut. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, ou qu'est-ce qu'ils mettent derrière ce terme de valorisation ou de revalorisation? C'est d'abord le sentiment, le besoin d'avoir une rémunération qui soit attractive pour récompenser l'engagement qui est le leur. C'est capital dans la fonction publique hospitalière, ça l'est pour tous, mais c'est vraiment un point de crispation majeur dans la fonction publique hospitalière. Mais c'est aussi un élément qui est extrêmement important si jamais on veut attirer des talents. C'est ce que nous ont dit un certain nombre de cas, notamment dans la fonction publique territoriale. C'est aussi la possibilité d'être valorisé, revalorisé dans les perspectives qui sont offertes, c'est-à-dire avoir la possibilité d'avoir des mobilités, d'avoir la possibilité de pouvoir se former tout au long de sa carrière, avoir la possibilité d'avoir une augmentation de revenus lorsque l'on le souhaite à travers des heures supplémentaires, à travers des RTT qui sont payés. Et puis, bien entendu, le sentiment aussi, il y a un besoin, de reconnaissance symbolique des métiers et des carrières. C'est-à-dire concrètement qu'on arrête de considérer la fonction publique comme un coût, mais bien que ce soit d'abord dans les discours, sa mission, et ces destinateurs premiers qui soient mis en avant dans leur mission quotidienne. Ça, c'était vraiment pour la première attente de revalorisation qui est commune à toutes les fonctions publiques, mais qui l'est encore davantage pour la fonction publique hospitalière et qui n'est pas liée au Covid, qui était déjà présente au préalable. Et puis, deuxième attente, et puis j'en aurai terminé pour tenir dans les 15 minutes qui me sont allouées, c'est le sentiment, malgré tout, que cette modernisation, elle doit continuer en tenant compte, justement, de la spécificité de la fonction publique. Sur 3 éléments. Le management, c'est un élément capital pour ceux qui y sont et pour ceux qui viendront dans la fonction publique et qui endosseront un statut de cadre, c'est-à-dire la possibilité de se former, d'avoir des services RH dignes de ce nom et qui soient capables justement de leur proposer des bilans de compétences, des suivis de carrière, de les aider dans une volonté de mobilité ou d'apprentissage de nouvelles compétences. Ça, c'est sur le volet formation. Sur le mode de management aussi, qui est en train d'évoluer mais qui doit se poursuivre sur justement une horizontalité et la possibilité pour chacun, à son niveau, de profiter de ce qu'offre la fonction publique et de l'autonomie qu'elle permet et qu'on ne trouve pas toujours dans d'autres univers. Deuxième élément, c'est toujours en lien avec les RH, mais là on n'est plus sur des process, la volonté de voir, ou plutôt le souhait d'avoir des process RH qui soient totalement transparents et qui puissent s'affranchir d'un certain nombre de formalités ou de concours, et justement qui laissent la place au mérite, au parcours, à l'expérience individuelle pour faire rentrer de nouveaux talents et de nouvelles compétences, avec aussi un besoin de communication sur les opportunités qui peuvent être les leurs, mais une volonté vraiment proactive de s'adresser à eux en tant que cadre de la fonction publique, sur leurs droits aussi, bien évidemment, car je l'ai dit, il y a vraiment une pluralité de situations, une pluralité de vécus qui, du coup, peut donner le sentiment à certains que finalement ils sont assez isolés au sein de la fonction publique ou des fonctions publiques au pluriel. Et puis enfin, vraiment une volonté qui est déjà constatée mais qui doit s'amplifier, de simplification et de fluidification. Simplification dans les process, on l'a déjà dit, mais aussi fluidification dans la mobilité, encore une fois, au sein des fonctions publiques ou au sein d'une même fonction publique pour que finalement chacun puisse s'y retrouver et puisse faire coïncider ses aspirations professionnelles et finalement ce que la fonction publique a à lui offrir, et qui ne se retrouve pas, et ça c'est notamment un besoin, une attente qui a été formulée par les contractuels, qui ont le sentiment parfois aujourd'hui de se retrouver vite fait face à un plafond de verre, qui ont été engagés sur une mission, et qui, une fois cette mission accomplie, finalement se disent quid de l'avenir, alors qu'ils ont bien le sentiment, et ils ont vu que la fonction publique aurait beaucoup de choses à leur offrir par ailleurs. Donc voilà pour ces enseignements tirés à très 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 grands traits auprès d'une population qui est extrêmement hétéroclite. Merci.
Merci Eddy. Merci Eddy pour ces premiers éléments d'enquête. Bien entendu, nous vous communiquerons des éléments beaucoup plus complets ultérieurement, mais c'est une première restitution et ça donne déjà le sens de la démarche, même si il y a d'autres sujets abordés et des questions intéressantes aussi autour des contractuels et de leurs sentiments et comment ils vivent leur travail et puis surtout leur avenir et leur carrière au sein de la fonction publique, mais même en mobilité vers le privé. Bon, voilà, il y a des choses intéressantes qu'il nous faudra poursuivre et continuer de travailler. En tout cas, merci pour cette première approche. Et je vais donner la parole sans plus tarder à Muriel, qui cadre donc au conseil départemental de la Gironde et qui va nous donner à travers ces premiers éléments son vécu, son ressenti ou tout du moins sa réalité de terrain. Voilà, c'est ce qui nous intéresse par rapport à ces premiers éléments globaux de l'enquête et de ce que tu as pu voir, relever, travailler avec les agents sur le terrain et notamment dans une démarche que tu as aussi lancée sur le conseil départemental de Gironde avec une enquête dont tu vas nous dire 2-3 mots. Bonjour à tous, merci pour cette table ronde. Merci pour ce travail d'introspection au sein de nos fonctions publiques. Ça fait du bien. Ça fait du bien d'entendre la parole des collègues, d'entendre la parole des agents et d'avoir cette qualité d'analyse derrière. Alors effectivement, je sévis depuis quelques dizaines d'années dans la fonction publique territoriale, au département de la Gironde, mais aussi en commune et en établissement public. Et depuis quelques mois, je suis en décharge d'activité syndicale. J'ai fait le choix de terminer ma vie professionnelle dans mon syndicat, ce qui m'a permis de mener à peu près 45 entretiens avec des cadres du département, donc des cadres adhérents à ma section, au département de la Gironde, et des cadres adhérents à des petites sections ou adhérents directs à Interco 33, pour travailler sur leurs attentes à l'égard du syndicat. C'était ma porte d'entrée. Je le dis parce que ce travail, il a été fait en Gironde, que ce soit la méthode utilisée ou les conclusions que nous en avons tirées, peuvent être mises à la disposition de ceux qui le souhaitent dans d'autres syndicats départementaux. Par rapport au rapport qui nous a été présenté, pour ma part, je réagis alors à titre personnel, enfin, au regard de mon expérience, mais aussi et surtout avec l'éclairage de ces quelques dizaines d'entretiens que j'ai eus avec des collègues qui ont beaucoup aussi nuancé mes propres ressentis. Je vais apporter quelques nuances sur des points particuliers. Et puis, peut-être aussi ouvrir quelques pistes, puisqu'on est en congrès CFDT, et à la CFDT, on ne se lamente pas, on prend le taureau par les cornes. Donc, une fois qu'on a fait des constats, on cherche quoi en faire. Alors, sur les nuances et les observations, tout d'abord, le sentiment d'appartenance. Alors, il se trouve que moi, les cadres que j'ai entendus ces derniers mois, c'était des cadres qui étaient en position de responsabilité hiérarchique, fonctionnel, manager fonctionnel, ou directeur ou chef de projet, ou expert dans différents domaines, etc. Et ceux-là, ils ont en tout cas ce que j'ai entendu, ils ont le sentiment d'appartenir à une catégorie particulière. Ils ont le sentiment d'incarner leur institution, d'avoir une obligation d'exemplarité. Ils revendiquent, au moins pour ceux du département, la volonté de construire et de rendre visible une spécificité des cadres CFDT dans les pratiques managériales, dans les postures de propositions sur l'évolution du service public dans les institutions,
et c'est d'autant plus important dans un contexte, David en parlera sûrement tout à l'heure, où les commissions administratives paritaires qui permettaient de réguler un peu les modes de gestion des carrières ont perdu beaucoup de leur substance avec la loi de transformation de la fonction publique. Dans les petites communes et les établissements publics de coopération intercommunale, la responsabilité, elle s'exerce au quotidien, parce que le cadre, il est à la confluence des usagers, des élus, des collaborateurs, et là, la responsabilité, elle s'exerce obligatoirement. Autre nuance, c'est sur la question de la dichotomie entre contractuel et titulaire. Et dit, vous l'avez pas abordé, Laurent l'a effleuré dans son introduction à notre débat. Moi, j'ai été surprise, non seulement de n'observer ni ostracisme ni dénigrement des uns envers les autres, mais au contraire d'avoir des propositions de collègues titulaires pour que les contractuels soient traités à l'égal. Alors c'est dans un contexte aussi où le département de la Gironde, comme d'autres, ont des difficultés à recruter dans certains domaines. J'y vois deux choses. J'y vois d'une part une espèce peut-être de résignation face à un statut dont le délitement semble un peu inéluctable à beaucoup de nos collègues. Et puis j'y vois aussi la reconnaissance, à contrario, de l'adaptabilité dont ont fait preuve les fonctionnaires pour justement renouveler les méthodes, l'approche du travail, l'approche du management, etc. Un sujet qui a traversé... Je suis trop longue ? Un sujet qui a traversé beaucoup ce congrès, c'est la question de la dématérialisation et de l'inélectronisme. Je ne vais pas m'étendre beaucoup dessus parce que je crois que peut-être David y reviendra aussi. Je voudrais juste dire que ce sujet-là, il touche particulièrement les services publics locaux, état civil, action sociale, accès au sport, à la culture, aux loisirs, etc., etc. Et qu'il me semble important que nous, militants CFDT, là où nous sommes, dans nos syndicats, dans nos sections, dans nos collectivités, nous utilisions tous les ressorts possibles de la négociation sociale pour faire en sorte que les moyens humains, notamment, qui peuvent être économisés grâce à la dématérialisation, qui est opportune pour 80% de la population, que ces moyens-là soient réinvestis pour l'aller vers ceux qui en ont le plus besoin, dans les quartiers, dans les campagnes, dans l'esprit de la décentralisation. L'esprit de la décentralisation, c'est approcher le pouvoir, approcher le service du citoyen, de l'usager. Et puis aussi, soyons cohérents. Moi, j'ai appris cette semaine qu'on envoyait des familles, notamment des familles modestes, payer la crèche au bureau de tabac. Je pense que c'est bien d'externaliser la gestion des finances publiques, mais peut-être dans certaines limites. Sur la question de la sclérose de l'administration, d'une administration trop hiérarchisée, oh que oui, Anne-Florence l'évoquait hier, mais le cadre ne se définit plus comme un chef. Et nous avons intérêt, là aussi, quand nous renégocions le RIFSEP, le régime indemnitaire, pardon, quand nous renégocions les lignes directrices de gestion, c'est-à-dire les règles qui permettent de gérer les carrières des cadres, prenons soin d'essayer de valoriser toutes les autres formes de prise de responsabilité que l'encadrement hiérarchique. Si les cadres n'ont pas d'autres moyens de faire carrière, entre guillemets, que de progresser dans la hiérarchie, on encourage le principe de Peter et on fait de gros dégâts. Tout le monde n'est pas fait pour animer des équipes. Dans beaucoup de petites collectivités, ce n'est pas tant la question de la sclérose ou de la hiérarchie qui est problématique pour les cadres, c'est la carence de culture territoriale et de culture de service public des élus qui est pointée, avec en corollaire la méconnaissance du rôle du cadre et le manque de considération pour le dialogue social, cela dit en passant. Donc comment pouvons-nous aller au-delà de cela?
alors, je m'engage, mais je vais peut-être faire quelques propositions, parce que je pense... J'ai fini ? Pour terminer, nous devrions faire bouger les lignes, faire remonter les valeurs essentielles du service public, peser sur la conception de l'action publique et du service public pour vivifier la démocratie sociale, la démocratie politique. On est sous la pression de l'immédiateté. On est toujours à la recherche du résultat utile et dans notre communication, on valorise nos résultats. Et on oublie de décrire le chemin et les valeurs fondamentales qui nous ont amenés à négocier. Alors, prenons garde peut-être à cette tentation du raccourci, parce qu'il faut que nos adhérents, nos sympathisants et nos électeurs perçoivent le sens de notre action. La notion française du service public, elle fonde le statut, avec ses droits, certes, les droits qu'il nous reconnaît, mais aussi et surtout les obligations qu'il nous impose et qui protège les usagers de l'arbitraire. On a beaucoup parlé de la laïcité ces dernières années. Par exemple, si nous omettons de le rappeler régulièrement, tout cela risque de se déliter et de se perdre. De mon point de vue, nous devrions veiller dans nos négociations, dans nos discours, dans nos tracts, à tous les niveaux de l'organisation, à toujours lier l'un à l'autre, parce que l'évolution de la conception que nous acceptons, que nous véhiculons quelquefois, du service public, impacte le statut et inversement. Or, derrière le statut et derrière le service public, il y a les usagers avec leurs besoins, leurs attentes, leurs déceptions, et puis à la fin, leur détournement des droits démocratiques. Je pense notamment au mouvement des Gilets jaunes, au mouvement guadeloupéen récemment, au taux d'abstention aux élections politiques et professionnelles. Et j'arrête ? Tu as fini ? Je n'ai pas tout à fait fini, mais voilà. L'autre piste de réflexion que je voudrais développer... Le mot de la fin pour toi. Le mot de la fin pour moi, c'est service public, c'est formation des élus. Investissons le champ de la formation des élus. Faisons du lobbying auprès des associations d'élus pour que les élus qui ne sont plus formés par les partis, qui souvent sont hors parti aujourd'hui, se forment sur le service public, sur les valeurs fondamentales de la République. Merci. Merci Muriel pour ce témoignage. On voit qu'il ouvre beaucoup de questions et qu'on pourra recommencer l'exercice pour approfondir sur ces sujets. En tout cas, merci de ton éclairage qui a apporté quand même quelques points forts sur les responsabilités des cadres dirigeants dans la fonction publique, la question des moyens dégagés par la modernisation que, contrairement à ce qu'on véhicule, n'est pas forcément repoussé, mais c'est surtout les gains, comment on les réinvestit dans le cadre d'un service public de qualité. Et merci aussi pour cet élément qui d'ailleurs est relevé aussi dans l'enquête, par rapport au positionnement bien connu dans les fonctions publiques entre l'administration et l'élu, surtout à la territoriale, certainement à l'hospitalière, où effectivement, là, il y a un jeu de rôle qui souvent dessert le service public et qui nécessite effectivement éclaircissement, formation, accompagnement, parce qu'il faut aussi positiver pour trouver des solutions. En tout cas, merci pour ces quelques points d'éclairage complémentaires qui sont intéressants et qui ouvrent le débat. Nathalie, je ne doute pas que qu'il te reste du grain à moudre pour la fonction hospitalière, ton témoignage. Encore une fois, je le répète, c'est important. Il s'agit de vos réalités professionnelles et donc de les croiser avec effectivement ces premiers résultats de l'enquête. Alors, merci beaucoup d'avoir dit plein de choses que je partage et que je n'avais pas forcément vues, comme par exemple cette implication des élus dans l'exercice de nos fonctions d'encadrement, particulièrement quand on est cadre dirigeant. Alors, du coup, il y a des choses qui vont se croiser, mais finalement, j'ai trouvé que dans les résultats de l'enquête, de manière générale, il y avait une certaine particularité de la fonction publique hospitalière, de son expression. Alors, le contexte y fait, mais je pense que plus largement, alors on croit toujours qu'on est spécifique, mais je pense franchement qu'il y a quand même une spécificité de l'exercice dans la fonction publique hospitalière. Je vais essayer de montrer comment. Alors, déjà, il faut qu'on soit clair. Moi, je fais partie d'un syndicat de cadres de direction.
Donc j'ai un point de vue de cadre de direction, donc je peux parler de leurs attentes, je les connais relativement bien. Mais on a aussi en tant que cadre de direction un point de vue sur le ressenti et les attentes des cadres, de l'ensemble des cadres des établissements sanitaires et médico-sociaux et sociaux dans lesquels on exerce. Donc j'ai essayé de croiser les deux, mais c'est pour dire que voilà, une vision un peu particulière. Cependant, je partage, et c'est un point moi, que j'avais un peu de désaccord hein, finalement avec le premier principe tiré de l'enquête, c'est que moi, je pense qu'il y a un sentiment très fort de positionnement pour les cadres qui sont aujourd'hui en responsabilité d'une équipe, d'une organisation de travail, de la mise en œuvre du service public, un sentiment extrêmement fort de responsabilité en particulier. Alors, ça fait peut-être pas une famille, mais en tout cas, ils partagent ce sentiment de manière très puissante dans la fonction publique hospitalière. Voilà. Et puis, sur les contractuels, alors moi, je suis pas du tout d'accord parce que la question ne se pose pas de la même manière dans la fonction publique hospitalière. Les emplois de cadres sont beaucoup moins ouverts aux contractuels à partir du moment où déjà tous les cadres de santé sont des emplois qui sont fermés. Donc la question ne se pose pas de la même manière. Alors, je voudrais faire quatre observations. Enfin, ça nous a inspiré. On a travaillé à plusieurs, évidemment. Quatre. Des fois, c'est pour dire ah, on s'y retrouve. Puis des fois, c'est ah oui, mais à l'intérieur, on n'est pas tout à fait. Voilà. Alors, la première chose sur les attentes des cadres, et ça ressort, je pense, dans l'enquête, mais c'est aussi l'observation du contexte, c'est l'écart considérable qu'il y a, le gouffre qu'il y a entre ce qui vient de se jouer pour la fonction publique hospitalière et les cadres sur le Ségur, la revalorisation des statuts, les rémunérations, un complément de traitement indiciaire, une prime Covid, des investissements, des montants d'investissement pour le service public, que ce soit pour le numérique ou que ce soit pour l'investissement courant, qui sont considérables. Un effort qui a jamais été fait, qu'on n'a pas vu depuis j'allais dire l'après-guerre, mais quasiment. Et en face de l'insatisfaction et l'amertume qui restent chez les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière et, on va le dire là, partagés par les cadres. Et là, on sent bien qu'il y a eu un rendez-vous manqué. Voilà. Il y a un rendez-vous qui s'est manqué. Et moi, je dirais, je pense qu'il y a une attente qui n'a pas trouvé sa réponse. Je pense que la fonction publique hospitalière attendait là une reconnaissance. Alors, une reconnaissance de la participation à une mission qui est tellement évidente dans le contexte, la mission de santé, de service public hospitalier, où d'ailleurs il faut aller au-delà parce que les établissements médico-sociaux sont au premier plan de la santé aujourd'hui. Et puis la reconnaissance donc du service et d'eux-mêmes par la même occasion. Et puis un nouveau regard, un changement de sens. On y a tous cru. Quand le président est venu, là, plein d'exaltation en disant quoi qu'il en coûte et tout, on s'est dit ça y est, il a compris la santé, le soin aux autres. Donc nous, on va porter sur nous un regard sur l'utilité qu'on a socialement et non plus le poids qu'on a dans les dépenses publiques. Et puis ça n'a pas duré. Et le sentiment qu'on a eu, qu'on partage côté cadre dirigeant et je pense de nombreux cadres de santé, c'est que tout a recommencé comme avant. Et ce qui a recommencé comme avant, c'est la défiance. Et la vision et l'attente, c'est la confiance. Et le ressenti, c'est la défiance. Même dans la crise, même après la crise, les maladresses. La CFDT vient de se faire débouter au Conseil d'État sur les modalités de reconnaissance du Covid comme maladie professionnelle. C'est maladroit. La distribution du CTI ou de la prime Covid en faisant des contorsions sur lui il y a droit, lui il n'y a pas droit. Et tout ça, mais les gens ils le prennent de plein fouet. Ceux qui s'occupent des enfants handicapés, ils n'ont pas compris qu'on ne leur donnait pas la reconnaissance de leur contribution. C'était énorme la contribution qu'on a eue. S'occuper d'enfants handicapés qui sont confinés, c'est très difficile. Et c'est un rôle social. Et c'est utile à la société tout entière. Et ça, ils n'ont pas compris. Et donc, je pense que, voilà, peut-être que d'une manière encore plus violente, le sentiment de défiance de la puissance publique à l'égard de ses propres fonctionnaires, il est très fort dans la fonction publique hospitalière. Alors, la question des contractuels, par exemple,
elle vient un peu comme ça. C'est-à-dire que pour les cadres dirigeants, les contractuels, on les voit sous un prisme assez idéologique. C'est-à-dire que ça sert en général, à diversifier le panel. Et puis surtout, ça a des effets de bord très mal gérés, des effets secondaires très mal gérés, et notamment sur... il y a dans la fonction publique hospitalière, chez les cadres dirigeants, un corpus de règles sur le recrutement. Alors, je suppose qu'on est plus avancé que les autres, j'en sais rien, sur le recrutement des cadres dirigeants, qui est partagé avec les organisations syndicales. C'est-à-dire que malgré la diminution de pouvoir des instances, on a une gestion très proche de notre centre de gestion qui est unique, un centre de gestion national. Et donc, l'introduction des contractuels, c'est quelque chose qui est dans la défiance d'eux, on va trouver des gens meilleurs que vous, et en plus, dans la défiance des organisations syndicales et de cette construction partagée sur les règles de gestion. La dernière chose sur le sentiment de défiance, c'est que les cadres dirigeants, ils ont le sentiment non seulement parfois d'être maltraités, mais d'être mal défendus par leur propre gouvernement, par la puissance publique elle-même, et même que parfois il y a un jeu extrêmement dangereux qui est joué de présenter les cadres dirigeants comme de mauvais objets et comme les responsables des problèmes d'attractivité des personnels médicaux ou non médicaux, de la dégradation du service public, etc. Et ça, c'est un jeu, je pense, dangereux et qui fait fi, en fait, de ce qui est du positionnement des cadres dirigeants aujourd'hui. Alors, le deuxième, ce que nous a inspiré aussi cette enquête, mais ça se voit vraiment bien dans l'enquête et qu'on partage, c'est que dans la fonction publique hospitalière, au-delà du statut, des rémunérations, aujourd'hui, ce qui l'emporte, c'est des conditions de travail. Voilà, c'est clair. 20 ans de compression budgétaire, de protocolisation du travail, de quantophrénie, reporting et de mécanos institutionnels sur les établissements. Je les rapproche, je les éloigne. Et à l'intérieur des établissements, sur la gouvernance, on aboutit à des conditions de travail qui flirtent tous les jours avec les catégories de la cartographie des risques professionnels. Surcharge, définition floue des tâches, exigences émotionnelles, rapports sociaux dégradés, et je passe la liste. Voilà. Donc il n'y a pas plus dans cette priorité, dans ce ressenti, il n'y a pas de différence entre les contractuels et les statutaires. Tout le monde vit les mêmes conditions. Et au-delà des conditions de travail telles qu'on les voit, surtout notamment sur la surcharge de travail, je pense qu'il y a une attente très forte et que je n'ai pas vue dans l'enquête, que je n'ai pas lue, qui est une attente de la part des cadres de pouvoir faire leur métier. Je parle par exemple des cadres de proximité en service de soins. Ils voudraient retrouver leur place auprès des professionnels comme responsables de l'organisation, de la régulation, de l'organisation du travail sur le terrain. Alors qu'aujourd'hui, ils sont happés dans des tâches de reporting qui sacrifient beaucoup plus, évidemment, à la conquête d'économie qu'à l'organisation du travail. Et cette attente-là de retrouver une capacité à agir, c'est valable pour les cadres dirigeants, je ne l'ai pas vu dans l'enquête. Alors le troisième... Ah non, deux. Alors très rapidement, il y a une chose évidente, c'est l'absence de lisibilité des politiques RH pour les cadres de la fonction publique hospitalière. Donc, je dirais à commencer par la loi elle-même. C'est-à-dire que les intentions d'en haut, celles de la loi, qui sont parfois excellentes, c'est quand même reconnaissance de la négociation collective dans la fonction publique. C'est pas rien. Les avancées sur la maladie, la simplification des instances médicales, il y en a toute une série comme ça qui passe à l'as, c'est pas visible. Le concept de modernisation, il vient d'en haut, il descend pas jusqu'au terrain. La deuxième chose, c'est, je pense que cette absence de lisibilité aussi des politiques RH, elle tient au recul des syndicats, et que ça, c'est la loi de transformation qui l'a apporté. On l'a dit, les instances qui gèrent les carrières individuelles, et du coup, un débat, une discussion autour des conditions d'exercice, autour des carrières, autour de l'avancement, autour de la formation, n'existe plus. Et que ça fait reculer les syndicats dans la proximité, dans leur rôle en proximité,
Et la deuxième chose, c'est que dans la fonction publique hospitalière, ils sont happés dans une vie institutionnelle qui n'a pas de fin et éloignés du terrain. Alors, à propos des syndicats, et ces 2 jours, en fait, c'est à la lumière des 2 jours qu'on vient de passer en congrès, je dirais que pour ce qui est des cadres dirigeants, ils votent à 80% aux élections professionnelles, ils savent, ils connaissent la capacité d'agir des syndicats, c'est pas là que la question se pose. Je dirais que je parlerai plutôt des cadres non dirigeants dans la fonction publique hospitalière, et à la lumière de ces 2 jours, ce que je dirais, c'est qu'il faut aller les chercher. C'est qu'aujourd'hui, et j'espère que je les fais ressentir, ils sont dans une position qui est inconfortable. Ils sont les instruments de la mise en œuvre de politiques qui contribuent directement à la dégradation des conditions d'exercice. Qui rappelle les agents pour revenir travailler sur leur jour de congé? Les cadres. Donc, ils ont des craintes, des réserves à s'approcher des organisations syndicales qui représentent quand même majoritairement les agents, et ils ont peur d'être mal reçus. Donc je dirais, en conclusion, il faut aller les chercher pour leur offrir à eux aussi l'espace du dialogue social. Merci Nathalie. Merci pour ces points d'éclairage et ton vécu terrain qui viennent compléter tous ces échanges, notamment sur la question de la défiance. Tu l'as bien relevé, et notamment cette utilité du service public trop souvent rapportée à un coût, voilà, qui fait beaucoup de dégâts. Tu as pointé la question des conditions de travail, et ça, c'est effectivement très fort dans l'ensemble des fonctions publiques, mais particulièrement à l'hôpital, ça, à n'en pas douter. Et puis, une dernière partie que nous verrons un petit peu plus tard, et qui fait partie aussi des éléments de l'enquête, c'est la vision des cadres par rapport aux syndicats. Voilà, donc ça, on développera ça ultérieurement, mais merci de l'avoir abordé, parce que tu as raison. Voilà, on a un vrai travail et il faut aller les chercher pour qu'on puisse organiser les cadres des fonctions publiques. Donc merci Nathalie. Je vais donner la parole à David pour ces 10 minutes d'intervention. David, donc pour la fonction publique d'État, ton regard également professionnel, toi qui es dans le secteur des finances et des douanes plus particulièrement. Ça marche? Oui, ça marche. Bon, merci. Je vous présente d'ailleurs tous mes vœux de bonheur, de réussite pour cette année de santé, pour cette année 2022. Merci de m'accueillir. Donc, je suis David Olivier Caron, je suis le secrétaire général de la CFDT Douane, et je suis dans le civil chef de service de la surveillance douanière. Alors, un chef de service de la surveillance douanière, c'est un cadre qui encadre une équipe d'agents. Alors, ça va de 20 à 100 personnes, 100 agents, sur les agents en uniforme armé que vous pouvez voir au bord des routes ou dans les gares et ports internationaux et les aéroports. Donc c'est une enquête, donc merci de m'accueillir, c'est une enquête qui nous parle à tous, car on y retrouve ou des problématiques qu'on rencontre au quotidien dans nos métiers, on découvre l'ampleur de sujets qu'on connaissait, mais dont on n'avait pas mesuré justement la prégnance et l'ampleur, et on découvre l'ampleur de sujets qui ne sont pas dans notre champ. Mais je pense notamment à l'expression des collègues de la fonction publique hospitalière. Donc Laurent, tu m'as demandé de construire une petite intervention de 10 minutes autour de quelques points saillants, sachant que dans notre champ, au niveau de la douane, on avait nous-mêmes fait une petite enquête à notre niveau, hein, il y a 1 an, sur la carrière et les métiers de la catégorie 1 en douane. J'ai choisi 3 points, ça rebondit sur ce que vous avez déjà dit, la gestion des ressources humaines, les climats de tension potentiels entre les titulaires et les contractuels, et la réforme des pouvoirs publics qui questionnent sur leurs ambitions profondes. Sur la gestion des ressources humaines, je crois que dans le domaine, on a tous des cultures d'entreprise. La nôtre, elle est très légaliste, voire très égalitariste. Sur les promotions, par exemple, on a une vraie culture de l'ancienneté, et pour les cadres, on a une culture de l'ancienneté teintée de profil. On a nous-mêmes fait évoluer nos positions de vote, car, comme tu l'as dit, quelqu'un qui n'est pas prêt à encadrer 40 personnes, c'est l'envoyer à l'échec de valider ce projet de carrière, et c'est aussi envoyer en difficulté les 40 personnes qui vont encadrer. Donc on a nous-mêmes fait évoluer un peu nos positions. Alors du profil, on ne sait pas faire, mais on a travaillé là-dessus. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il n'y a plus de CAP. Et donc le rôle qu'on faisait, c'était un rôle de tiers de confiance.
Nous, on expliquait la décision et après, on accompagnait les collègues cadres pour faire évoluer. Alors, si la décision est favorable, youpi. Et si la décision n'était pas favorable, on les accompagnait pour travailler, pour voir comment on pouvait travailler avec eux sur un projet de carrière. Aujourd'hui, plus de CAP, plus de visibilité, plus de transparence, plus de confiance. La conséquence pour les cadres, elle est terrible, puisqu'on met en concurrence, et tu l'as dit, des métiers qui sont extrêmement différents. On a des chefs de brigade qui sont des managers, on a des enquêteurs qui sont des juristes, on a des rédacteurs qui ont une expertise, on a des services de soutien qu'on oublie trop souvent. Donc il y a cette espèce de concurrence entre des métiers qui sont très différents, et l'absence de lisibilité crée chez les cadres une révolte, peut-être pas, en tout cas une très grande colère. Alors il a fallu qu'on s'adapte, et on s'adapte. Et donc dans ce cadre, nous, on a beaucoup travaillé sur les recours, puisqu'il y a quelques voies de recours qui sont mises en place. Mais on a travaillé beaucoup sur l'information. Donc on a obtenu des droits pour les agents, notamment de la lisibilité sur ce qui a été dit sur eux par le N+1 et le N+2, et surtout le classement qui est défini par le comité qui décide. Et ensuite, on travaille aussi sur la médiation, puisque une fois qu'on a fait ce travail de recours, d'information, on engage maintenant avec les agents un travail de médiation auprès de ceux qui décident pour les promotions. Et donc ça pose un enjeu qui est extrêmement important, c'est l'enjeu de la formation des militants. Parce que le métier change totalement. On avait, pour ceux qui savent, des CAPistes. Maintenant, il va falloir qu'on revoie un peu nos façons de voir, puisqu'on va maintenant accompagner les agents dans une espèce de parcours de carrière, comme dit l'administration. Donc il y a un véritable enjeu sur la formation des militants. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'était les changements sources de tension, et notamment la question de la cohabitation du statut titulaire contractuel. Alors, ce n'est pas un sujet qui est très nouveau. Le principe chez nous, je ne sais pas si c'est pareil ailleurs, c'est qu'un contractuel, il est recruté sur une compétence, ou plutôt sur une absence de compétence en interne. Donc, très souvent, c'est du niveau cadre. Essentiellement, chez nous, c'est du niveau cadre. Donc, s'il existe un climat de concurrence ou de défiance, il faut d'ailleurs le relativiser, hein, c'est pas très violent non plus, hein. Il pourrait être levé avec une politique ambitieuse de valorisation des acquis de l'expérience et de formation. Alors, l'exemple le plus marquant chez nous, c'est l'aéromaritime. Vous savez qu'aussi qu'on a la mission garde-côte, donc on a aussi des bateaux, des avions, et donc des gens qui pilotent et font fonctionner tout ça. Et c'est dans ce type de métier qu'on a beaucoup de contractuels. Nous, on a fait des propositions qui, pour l'instant, ne sont pas entendues, mais on ne désespère pas. Les besoins sont importants. Donc, il y aura de toute façon toujours besoin de contractuels et ils sont indispensables au fonctionnement de l'aéromaritime douanière. Mais il existe aussi des compétences en interne qu'il faut valoriser et ça nécessite une politique pour les cadres. Alors, une politique un peu budgétaire. Il faut créer un petit peu de postes de promotion. Il faut une politique de valorisation des acquis de l'expérience, et ça, c'est pas forcément dans l'ADN de l'administration, en tout cas pas chez nous. Et il faut une politique de formation dans le domaine. Dans le domaine aéromaritime, une formation, c'est facilement 1 an, 2 ans. Est-ce que l'administration aujourd'hui est capable, quand elle a recruté un cadre, au bout de 10 ans, de dire « je vais le mettre entre parenthèses pendant 2 ans pour le former, pour le faire arriver à un niveau de compétence ». Aujourd'hui, ils en sont a priori pas capables. D'où des difficultés parfois. Si on travaillait sur ce genre de logique, sur ce genre de politique, on pourrait faire vivre sans difficulté et faire cohabiter vraiment aisément à la fois nos collègues contractuels et des collègues titulaires qui pourraient accéder, avec un petit peu de VAE et de formation, à des postes aussi d'expertise particulière. En tout cas, moi je rappelle toujours la difficulté, les contraintes qui sont celles du contractuel, hein, même si elles sont assumées, c'est plus précaire. En termes de salaire, moi j'ai tout vu. Du très bon ou du très mauvais, et la mobilité qui est toujours à négocier. Voilà. Et donc nous, on a intention en tout cas d'aller vers nos collègues contractuels, puisqu'une fois qu'on est recruté, on est tous salariés, on est tous douaniers. Voilà. Donc cette piste-là de la VE de la formation, pour l'instant, nous, on n'a pas réussi à la lever. Le troisième point, les réformes des pouvoirs publics qui questionnent sur leurs ambitions profondes. Alors, bon, vous connaissez le discours général ambiant, un agent public, c'est un coût. Et je pense malheureusement que dans les mois à venir, on va vivre le concours Lépine de la suppression de l'emploi public. Mais en douane, nous, depuis 1993, l'ouverture des frontières, on enchaîne les restructurations. Alors, elles sont toujours orientées sur l'idée de modernisation. Alors, on a eu la RGPP, vous en avez parlé. Nous, on a eu des plans, douane 2012, CAP 2015, le plan stratégique douanier. Toujours un nom assez innovant. Et à chaque fois, c'est environ 700 emplois en moins.
Et au hasard de l'actualité, on a aussi des créations d'emplois. Donc le plan de lutte antiterroriste, après les attentats, on nous a créé 700 emplois. Le Brexit, on nous en crée 700. Enfin, globalement, la balance, on a perdu la moitié de nos effectifs en une trentaine d'années. Et dernièrement, d'ailleurs, on nous retire un de nos piliers, puisqu'on nous retire nos fiscalités, ça sera environ 700 à 2000 emplois. Bon, c'est quoi le sujet derrière? C'est la position du cadre. La position du cadre, lui, il est lui-même restructuré. Il est le relais de la direction. Alors lui, il est le local de l'étape souvent, alors que la direction, au moins, elle a l'avantage de changer tous les 5 ans. Donc s'ils tiennent un discours différent, ils ne le tiennent pas devant les mêmes personnes. Donc c'est un statut qui est différent, pas beaucoup plus confortable, hein, mais c'est différent. Il est donc restructuré, le relais de la direction, il est le réceptacle de la colère des agents, vous en avez parlé. Et quand le plan est massif et inefficace, il est lui-même, souvent, parfois, opposé à la réforme, hein, quand c'est massif et inefficace. Donc là, la position du manager, elle est intenable. Elle est intenable pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de lisibilité stratégique. Je pense que l'État n'en a pas. Il n'y a pas de politique dans l'État de collégialité de la décision. Tout vient d'en haut. Et il n'y a pas forcément de soutien. Donc le chef de service, le cadre sup, le cadre intermédiaire, je ne sais pas comment il faut l'appeler, doit souvent assumer seul le service après-vente de décisions qui viennent de très haut. Et même parfois, entre cadres, c'est un peu la politique de la patate chaude. On se relaie la difficulté à aller présenter la réforme. Donc même entre cadres, c'est parfois assez difficile. Donc je voulais conclure pour souligner ce rôle extrêmement difficile qui génère extrêmement de stress, d'angoisse dans une administration qui est, pour nous, historiquement et par nature de ses missions, une administration polyrestructurée. Voilà, j'espère que j'étais dans le créneau. Très bien, merci beaucoup David. Merci pour ce témoignage, pour cette intervention qui met en lumière des éléments bien entendu convergents, mais aussi complémentaires et que tu as apporté, notamment au niveau de la question du dialogue social avec cette réforme hein, qui impacte également la fonction publique, alors qu'on est dans le secteur privé au bilan des ordonnances Macron, et je crois que nous, on est un petit peu derrière, mais on fera malheureusement, je pense, un constat un peu similaire dans quelques temps. Et puis, bien entendu, tes propositions et le travail mené en matière de formation, c'est effectivement important pour la valorisation aussi des carrières et également la qualité du service public. Et puis, cet éclairage sur la posture difficile des cadres managers, souvent les cadres de proximité et ce qu'on appelle les cadres intermédiaires, qui sont pris effectivement dans des parties des fois compliquées. Merci beaucoup David. Je vais passer la parole pour quelques minutes à Carole qui va nous donner du point de vue de l'UFA, voilà, comment elle ressent tout ça et puis quelle utilité pour les prochaines élections professionnelles de toute cette matière. Oui, ben merci Laurent. Bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente juste en quelques mots, 1 ou 2 secondes. Donc je suis Carole Chapelle, secrétaire générale adjointe de la CFDT Fonction publique. C'est notre nom. C'est notre petit nom, parce que notre nom officiel, c'est UFA, qui veut dire Union des fédérations de fonctionnaires et assimilés. Donc, comme notre nom l'indique, on est une union de fédérations, donc nous n'avons pas d'adhérents. Et nous n'avons pas, donc, nous faisons du syndicalisme institutionnel, comme le disait joliment Nathalie. Je vais retenir ce nom-là parce que c'est ça, on est l'interlocuteur des pouvoirs publics pour ce qui concerne l'ensemble de la fonction publique. Donc, non pas chaque réalité professionnelle, mais ce qui concerne l'ensemble des agents publics. Par exemple, la loi de transformation de la fonction publique, nous étions les interlocuteurs. Voilà, donc ça c'est pour juste me présenter. Donc, cette enquête est alors, ça va demander une analyse beaucoup plus fine et collective que ce que je vais faire là brièvement, hein, puisque j'ai retenu quelques éléments. Mais en tout cas, le fait que ce soit une enquête qualitative est extrêmement intéressant parce que ça met en exergue des phénomènes qui sont quelquefois noyés dans les enquêtes quantitatives. Et je pense en particulier aux contractuels, sur lesquels je vais revenir un petit peu plus tard, mais qui représentent entre
1/5 et un peu plus d'1/5 de la fonction publique. En tout cas, c'est une proportion qui est croissante. C'est un vrai changement de la fonction publique. Et de fait, comme ils sont très minoritaires encore, dans les enquêtes quantitatives, ils sont noyés et très souvent, on ne distingue pas dans les agents publics qui est contractuel, qui est fonctionnaire. Donc une enquête qualitative de ce type est extrêmement précieuse. Donc ça va nous être extrêmement utile et donc on va l'analyser plus finement et collectivement. Alors déjà sur le constat, sur le sentiment d'appartenance des cadres, bon, on voit bien que ça correspond selon les réalités professionnelles. Certains ont un fort sentiment d'appartenance, d'autres pas du tout. Mais pour les personnes qui ne sont pas de la fonction publique dans l'auditoire, je rappelle qu'il n'y a pas de collège cadre dans la fonction publique. Les élections aux comités, enfin aux anciens comités techniques, aux comités sociaux maintenant, ne se font pas par collège. Donc ça ressort aussi du fait que le cadre, il n'y a pas de collège cadre, il n'y a pas d'identité cadre, il y a des catégories A, B, C, et souvent quand on est A, on est cadre. Des fois quand on est B, on est aussi cadre parce qu'on encadre un service, et puis des fois aussi, quand on est C, ça arrive que des catégories C encadrent des services. Donc il y a une confusion des métiers, des missions, des statuts, des grades qui, à mon sens, fait qu'effectivement, il y a une difficulté d'identification des uns et des autres. Voilà. Donc ensuite, ce que j'ai retenu de l'enquête, donc alors ça c'était pas une surprise, c'est les fortes attentes en matière de reconnaissance et de rémunération. Ça c'est une évidence. C'est sûrement pas différent chez les cadres et les non-cadres. Bon, c'est inutile de vous dire que c'est une préoccupation qui est partagée par toutes les fédérations de fonctionnaires et qui est portée par toutes les fédérations et par l'UFA, évidemment, en ce qui concerne la rémunération, les parcours professionnels, les carrières, etc. Donc il y a des discussions auprès de chaque ministère et du ministère de la fonction publique, même encore en ce moment. Bon, on en attend, en disant qu'on porte des revendications, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais que vous pouvez voir sur le site de l'UFA, etc., sur les carrières, sur les rémunérations, on n'a quand même pas des espoirs très élevé, mais voilà, il y a des écarts de parcours qui sont quand même terribles. Un agent de catégorie C, par exemple, déroule sa carrière entière sur 20 ans. Un agent de catégorie B, donc qui sont souvent les cadres intermédiaires, sur 30 ans. Donc il y a quand même des problèmes qui peuvent être réglés sans que ça coûte, si ça coûtera des milliards à l'État, mais tant pis. Donc, en tout cas, dont il faut absolument s'emparer, parce que c'est le portrait de la fonction publique qui ressort de cette enquête. Alors on le savait déjà, mais il est extrêmement triste, quoi, parce que entre la dévalorisation, la dégradation, l'image que les agents ont d'eux-mêmes, c'est assez poignant, quoi. Ensuite, il y avait une chose que j'attendais, mais qui n'est pas tellement apparue, hormis le cas tragique là, de la fonction publique hospitalière, c'est le sujet des conditions de travail. Parce que quand on va sur le terrain, c'est quelque chose qui parle beaucoup aux agents. Et là, ça ressort, donc encore une fois, hormis la fonction publique hospitalière, ça ressort assez peu, si ce n'est le sujet des fusions et des réorganisations de services. Donc là, c'est quelque chose qui nous tient aussi à cœur. Donc il y a un plan santé au travail de la fonction publique qui va être mis sur les rails dans les semaines qui viennent. Là, c'est le premier plan santé au travail qui va exister pour la fonction publique et pour lequel la CFDT a porté, alors vraiment à bout de bras et a réussi à arracher avec les dents, qu'il y figure un axe sur la conduite du changement, c'est-à-dire pas seulement l'accompagnement, formation, etc., mais vraiment la conduite du changement, c'est-à-dire l'anticipation des changements en associant les travailleurs le plus en amont possible du changement. Donc on pensait en particulier aux cadres et aux cadres intermédiaires qui, je ne vais pas répéter ce qu'ont dit mes camarades, mais qui se trouvent dans des situations terribles dans ces réorganisations. J'essaye de pas être trop décousu. Il y avait aussi
Alors par contre, une chose que je ne m'attendais pas à voir apparaître et qui est apparue pour la fonction publique de l'État, c'est une certaine forme de satisfaction finalement des cadres qui se satisfont qui font part d'une certaine liberté, d'une absence de flicage, d'une certaine marge de manœuvre qu'ils ont dans leur travail. Donc bon, c'est une petite chose positive, ça fait plaisir. Et c'est en lien, enfin c'est quelque chose qui est pour nous à mettre en lien avec ce qu'il est coutume d'appeler depuis le télétravail, la crise sanitaire, le management de confiance. Et c'est aussi un sujet qu'on a beaucoup porté dans la négociation sur le télétravail. Et on sent bien que là, il y a effectivement les prémices d'un besoin de changement en matière de management et de quitter ce management de contrôle, et que c'est pour cette raison-là que les agents de l'État apprécient d'avoir quelques marges de manœuvre. Donc on voit que ça fait un petit peu son chemin, et en tout cas c'est quelque chose qu'on a réussi à porter jusqu'au bout. Ensuite, j'essaye d'accélérer un peu pour rentrer dans les temps, sinon je compte sur Laurent qui va me dire c'est ton dernier... Ça va pas tarder. Dernier mot, voilà. Donc sinon, si j'ai... deux derniers mots, c'est d'une part, ce qui ressort vraiment clairement, et ça va être quelque chose qu'il va falloir prendre en charge syndicalement, c'est la demande de sens de l'action publique, et qui ressort très très fortement des attentes des agents, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels. Alors on le savait en côtoyant nos collègues, mais les gens ont un sens du service public et vraiment chevillé au corps, même des gens qui n'ont pas choisi ces missions. Et donc voilà, c'est une recherche de sens, cette désolation devant une absence de politique publique à court, moyen et long terme. On ne sait pas où on va, on sait qu'on est au confluent de plusieurs changements, mais où va-t-on? Donc voilà, c'est des gens qui ne font pas leur travail machinalement et qui sont vraiment en forte attente de sens. Et dernier mot, c'est le sujet des contractuels qui est en filigrane tout au long de cette enquête, et qui est assez difficile à prendre en charge syndicalement, puisque derrière les contractuels, il y a des réalités, mais complètement différentes. Il y a le contractuel de catégorie C qu'on a embauché pour remplacer des absences et qui est peu qualifié, qui est dans une situation effectivement extrêmement précaire, jusqu'au contractuel qui a une expertise, qu'on a embauché pour son expertise, qui est quelqu'un, ça on voit dans l'enquête, qui apprécie cette expérience professionnelle dans la fonction publique, mais n'a pas forcément l'intention de la continuer. Et voilà, il va certainement passer ensuite dans le privé, c'est tout à fait légitime. Et les fonctionnaires qui, eux, associés à l'image dévalorisée qu'ils ont d'eux-mêmes, se retrouvent c'est une perception, mais en tout cas, ils ont le sentiment d'être mis en concurrence avec ces contractuels-là, qui, eux, ne passent pas de concours, souvent négocient leur salaire, alors que le pauvre fonctionnaire, lui, il est lié à ses rémunérations indiciaires. Donc il faut qu'on soit extrêmement vigilant syndicalement dans cette campagne électorale et en général, à essayer de tenir tous les bouts, c'est-à-dire de songer tout ce panel de contractuels qui recouvre des réalités complètement différentes, de les défendre sans que les fonctionnaires se sentent pour autant lésés et être un petit peu les perdants, parce que eux, c'est des vieux ringards qui savent pas s'adapter, et puis ils sont en voie de disparition, alors que les contractuels, c'est voilà, la classe montante. Donc c'est un petit peu un point de vigilance syndicalement, et en tout cas de fort travail qu'on a à faire collectivement là-dessus. Voilà, j'ai fini. Merci Carole. Merci pour ces
c'est quelques points qui nous donnent quelques lignes directrices aussi pour cette campagne électorale qui s'ouvre, hein, sur, tu l'as dit, sur le sentiment d'appartenance des cadres, hein, et les problématiques métiers, missions, grades, voilà. Cette attente de reconnaissance, les conditions de travail, bien sûr, hein, qui nous faudra travailler, les questions de management dont on s'est déjà bien emparé, mais qu'il nous faut poursuivre pour nous démarquer et vraiment ancrer le changement. Et puis le sens du service public et cette question effectivement de notre revendicatif pour l'ensemble des agents publics contractuels et titulaires. Je crois que là on a aussi de vrais enjeux pour se démarquer lors de cette campagne électorale. Merci en tout cas de vos interventions, de vos témoignages. Merci Eddy pour tout ce travail. Et puis, alors on a pris un petit peu de retard. On avait prévu quelques minutes avec la salle. Est-ce qu'on le maintient avant la pause? 5 minutes? Est-ce que vous avez des questions, une intervention, une réflexion à partager, soit avec la salle, avec nous et avec les personnes qui sont également en distanciel, ou une question à poser à un de nos intervenants? Oui? Assez rapidement, s'il vous plaît, parce qu'on malheureusement, le temps file très vite. Allô? Ouais, c'est bon. Merci beaucoup. Pas de souci. Emmanuel Ribes, Uripaca. Moi, je voulais juste partager avec vous que j'étais, comment dire, peut-être agréablement surprise. Ah, pardon. De faire un parallèle avec... moi, je viens du privé et en fait, il y a énormément de similitudes. Notamment, bon, je viens d'une entreprise qui s'appelle Air France et peut-être que c'est lié aussi à un historique ou à la grandeur de l'entreprise. Mais en tout cas, par exemple, les contractuels, je vois bien que nous, on prend beaucoup de sous-traitance et on peut faire des parallèles. Alors peut-être parfois hasardeux, mais en tout cas, merci pour la qualité voilà, et la pertinence les précisions de ce que vous avez apporté et qui m'ont fait vraiment cheminer dans mes propres réflexions. Merci. Merci notre intervention. Mais c'est vrai que voilà, on a parlé aussi de l'image de la fonction publique, mais elle se modernise et effectivement, il y a des similitudes qui apparaissent avec le privé et c'est aussi ce qu'on défend dans nos revendications, notamment en matière de management. Oui. Oui, Guillaume Duic, des cadres santé sociaux aussi, cadres de proximité, pardon. Non, je voulais juste réagir sur le fait qu'effectivement, on a aussi beaucoup dans les cadres de santé données, effectivement, hein, comme tu l'as souligné tout à l'heure, Nathalie, sur le quotidien, l'adaptabilité à la réponse à la crise, à la gestion au permanent. Et c'est vrai que moi, je vois autour de moi des gens qui ont modifié leurs horaires, se sont pas compté leurs heures, ont été présents, ont appris des nouvelles modalités de travail qui n'existaient pas, hein, parce que le télétravail, tout ce qu'on nous a imposé dans la fonction publique, on a 20 ans de retard, hein, à peu près, et qui du jour au lendemain, dès qu'ils commencent aujourd'hui quand même à dire bah, ça suffit, on aimerait peut-être participer, on aimerait être un peu plus acteur dans les décisions, on leur dit écoutez, si vous n'êtes pas content, la sortie c'est maintenant. Voilà. Et ça, c'est une réalité du public hospitalier où moi j'ai vu des gens vraiment pas compter leurs heures pensées et ils y ont cru quand même hein, qu'ils allaient avoir une reconnaissance après la crise, après la deuxième vague, parce qu'ils sont beaucoup investis. Enfin, c'est vrai qu'on se retrouve avec un management qui est toujours aussi agressif aujourd'hui qu'un nouveau management, mais qui ne reconnaît pas leur travail en tout cas. Merci pour ce témoignage. Didier, je crois, ou... Ah non, Christophe. Oui, bonjour, Christophe Bonnet du SGEN CFDT. Merci beaucoup pour toutes vos interventions. On a dit hier que la question des contractuels, les cadres contractuels de la fonction publique était une de nos populations prioritaires. Et là, c'est bien, parce que la table de ronde de ce matin permet de faire un point d'entrée, disons, sur cette question. Et alors, il y a une caractéristique qui n'a pas été tellement évoquée de cette population de cadres contractuels. C'est finalement la non-porosité, la très faible porosité entre la population des contractuels et la population des fonctionnaires, notamment pour des populations qui sont, on va dire, au-delà du premier tiers de leur carrière.
Les règles de classement dans la fonction publique sont telles que pour un contractuel, on va dire passé 40 ans, devenir fonctionnaire, c'est perdre tellement en revenus que c'est inenvisageable. Donc là, il y a une réflexion, c'est difficile parce que suivant les corps de fonctionnaires, les conditions d'entrée dans le métier ne sont pas les mêmes, les conditions de formation initiée ne sont pas les mêmes. Mais il y a une vraie réflexion à avoir pour ne pas voir se développer deux populations distinctes sur des métiers semblables. Et parce que ça, tendanciellement, ça ne peut que créer des difficultés. On ne peut que partager. Merci de cette remarque. Oui, Jacques Béraud pour l'URI-PACA. Moi, c'était une question qui était plus pour la fonction publique territoriale. On dit souvent que les cadres, ils sont entre le marteau et l'enclume. Moi, j'ai l'impression que dans la territoriale, il y a 2 marteaux et 2 enclumes, en fait. Avec la hiérarchie, les élus, les usagers et évidemment les collaborateurs, quoi. Et alors moi, je ne suis pas spécialement dans la fonction publique territoriale, mais dans le cadre de mon métier, je suis amené à travailler régulièrement avec ce type de partenaires. Et je vois également des mobilités dans mon entreprise de personnes qui viennent de la fonction publique territoriale. Et il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est la trouille permanente ou quasi permanente que peuvent avoir ces populations de prendre des coups de partout, quoi. Et je me demandais, derrière ça, quelles sont les solutions pour en sortir ? Quelle est l'autonomie, quelle est la délégation? Parce qu'on a l'impression que culturellement, c'est quelque chose qui met du temps à être apprivoisé. Je pense que ça va quelque part aussi avec la formation des élus. Il y a peut-être une question du coup d'intrusion, de respect de l'autonomie et de sens de la délégation. C'est probablement une piste. Et je voulais avoir votre avis sur ça, sur cette situation qui, à mon avis, est quand même assez particulière des cadres de la fonction publique territoriale, quoi. Merci pour cette remarque. Peut-être, Muriel, une réponse, mais très courte. Et puis, s'il reste une question, on la prendra. Et ensuite, ce sera la pause. Pardon. Bon, on prend 2 questions, c'est ça? Ou 2 interventions. Et ensuite, réponse. Et puis, on fera la pause. Bonjour, Romuald Périnel. Alors, c'est un peu... si je dis que c'est une découverte, pour moi, la fonction publique, c'est un peu mentir, mais c'est vrai que je suis plutôt dans le privé. Et en tant que tel, en tant que citoyen, on se pose souvent des questions par rapport au service public. En tant que Français, on y est très attaché. Et on voit ces dernières décennies des évolutions en ce qui concerne tout ce qui est service hospitalier, qui sont identifiés depuis longtemps à travers des livres comme celui de Philippe Ariès sur l'histoire de la mort en Occident, qui démontrent que la mort s'éloigne des familles pour être portée dans les hôpitaux, dans les EHPAD aujourd'hui. On veut moins la voir, on ne veut moins la voir avec une autre orthographe. Et en parallèle de ça, ces dernières décennies, on a eu une très forte croissance des recherches et des résultats sur la science médicale, qui fait qu'on a pu reporter l'âge de la mort, mais pas forcément autant l'âge de la vie sans assistance médicale. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui des techniques de soins qui coûtent de plus en plus cher et dont le coût croît beaucoup plus vite que la croissance du PIB. Ça pose des questions fondamentales d'équilibre que vous subissez, puisque votre volonté de toujours soigner quand on peut soigner et la volonté des Français de toujours éviter une mort évitable, c'est un mot qu'on a entendu récemment encore, fait qu'il y a une forte tension par la population, par les États, par la population sur les politiques, et qui retombe chez vous par des demandes, des exigences de maintenir en vie beaucoup de monde, alors que les ressources financières ne sont pas forcément disponibles, et ni même réalistement disponibles, parce que pas produites par le reste de l'économie. Alors ma question, c'est comment vous arrivez à gérer humainement, en tant que manager, et financièrement, cette quadrature du cercle qui est peut-être déjà impossible depuis plusieurs décennies. Merci. On prend une dernière question. Oui, rapidement, tu as raison, Thierry. Même si nos échanges sont passionnants et enrichissants.
D'accord. Je voulais remercier Nathalie pour son exposé que je trouvais très bien. Je voulais aller au-delà, pour aller au-delà de son exposé. C'est vrai que par rapport à tous les discours paradoxaux dont ont souffert le milieu hospitalier, on a vu avec la pandémie une attitude exemplaire de la part des personnels soignants qui ont développé, montré leur capacité à s'adapter, leur capacité à répondre à l'état d'urgence. Enfin, c'était vraiment exemplaire. Ma question, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont en sortir? Est-ce qu'on revient, on revient en logique gestionnaire, ou est-ce qu'enfin on prend en compte cette adaptation, c'est-à-dire montrer qu'en donnant des marges de manœuvre, en donnant d'autonomie, on voit bien que les personnels s'adaptent, et il y a cette envie de faire bien, de faire du bon travail, de faire du travail tel qu'ils le souhaitent. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut attendre maintenant de cette exemplarité? Alors, on va profiter peut-être de l'actualité. On va donner la parole à Nathalie sur les deux interventions qui viennent d'avoir sur l'hospitalière, si tu veux dire quelques mots très rapidement. Et puis ensuite, je pense, Muriel, tu pourras compléter notamment ton intervention sur les problématiques et le couple administration-élu à la fonction publique territoriale et ce qu'on pourrait faire et les conséquences actuelles. Je crois que la sensation, on doit la partager avec les cadres territoriaux, la plupart du temps, c'est d'être assez, même pas entre le marteau et l'enclume, mais être écartelé entre les aspirations de la population, les patients pour nous, les élus, parce que les élus ont un poids très fort, notamment sur les établissements médico-sociaux, une administration, enfin bref, et nos propres collaborateurs. Moi, je suis une toute petite personne, j'ai pas la solution à la quadrature de l'économie de la santé. On est tous conscients. Il est au cœur de ça. Il est dans un système où il doit essayer de faire en permanence la conjonction, je ne vais pas dire le compromis ni le consensus, mais à prendre en compte l'ensemble des forces qui se développent autour de lui et qui interagissent entre elles. Les usagers, les associations, les entreprises, avec les élus aussi. Voilà. Alors la trouille, effectivement, moi je fais partie de la génération de fonctionnaires territoriaux qui sont arrivés avec la décentralisation. On était portés par un enthousiasme extraordinaire. On avait le sentiment qu'on allait contribuer à changer la face du monde, et on avait des ressorts pour ça, et on avait des élus qui avaient conscience de leurs responsabilités, qui avaient conscience des nôtres. Et aujourd'hui, on voit apparaître effectivement des générations d'élus qui ont tendance, alors je ne veux pas être caricaturale, mais quelquefois à diriger leur collectivité comme si c'était une entreprise. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la question des valeurs du service public et de l'importance de remettre les valeurs de la République au cœur de l'action publique, non seulement avec la formation des fonctionnaires, mais aussi avec la formation des élus. Merci Muriel, merci à vous quatre pour ces échanges riches, pour ces premiers éléments suite à cette enquête Kantar. Merci aussi à la salle et aux collègues en distanciel d'avoir participé. Je sais qu'il y avait 2-3 questions, mais qui, au niveau des collègues en distanciel, qui rejoignaient celles qui viennent d'être posées, notamment la formation des élus et cette problématique de l'articulation administration-élus dans la fonction publique, et puis aussi un regard sur le statut des contractuels. Donc voilà, on a du grain à moudre. Merci pour ces échanges, et puis à très bientôt et bonne pause. Et on se retrouve, du coup, on a un petit décalage horaire. Je regarde... quelle heure ? 11h15 dans la salle pour poursuivre nos travaux de ce colloque. Merci beaucoup.